Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la version hybride rechargeable de la nouvelle Kia Sportage. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Essence, diesel, hybride et hybride rechargeable avec la Kia Sportage de dernière génération, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez l'embarras du choix. Alors la version qui nous intéresse plus particulièrement sur Charging Station, c'est bien sûr celle qui permet réellement de rouler en 100% électrique au quotidien, c'est donc la version hybride rechargeable. Et avec ses petites innovations, notamment à l'attention des familles, et puis son autonomie annoncée en 100% électrique plutôt confortable, et bien clairement cette voiture sur papier a une carte à jouer dans le segment très prisé des SUV familiaux. J'en ai pris le volant pendant une semaine. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses faiblesses également? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Ce sera le cas dans 2 semaines avec le prochain essai électrisant, celui de la Tesla Model Y Performance, la version la plus puissante de la Tesla Model Y et puis surtout une voiture fabriquée dans la toute nouvelle usine Tesla de Berlin en Allemagne. On verra donc ce que ça donne en termes de performance, en termes de sportivité, mais également en termes de qualité de fabrication, de finition. A priori en Allemagne, on sait fabriquer des voitures. Eh bien, on détaillera ça dans 2 semaines. Ne manquez pas cet essai très électrisant une fois de plus. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, autant j'étais davantage séduit par la génération précédente de sa cousine, la Hyundai Tucson, autant avec cette Kia Sportage de nouvelle génération, c'est clairement cette voiture qui a ma préférence. Son allure générale, ses feux de jour en forme de boomerang, ce petit décroché sur la partie arrière, l'essuie-glace arrière caché en partie haute et puis le nouveau logo de Kia sont autant d'éléments assez séduisants qui font de cette Kia Sportage une voiture qui attire les regards et ne laisse pas indifférent. Les dimensions de cette Kia Sportage, sa longueur 4,52 m, sa largeur 1,87 m et puis sa hauteur 1,65 m. Son empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est 2,68 m. On verra ce que ça donne à l'intérieur dans un instant et notamment aux places arrière en termes d'habitabilité. Sous le capot de cette version hybride rechargeable de la Kia Sportage, on retrouve un moteur thermique tout d'abord, 1600 cm3, qui développe 180 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique qui lui propose 91 chevaux supplémentaires. Puissance cumulée, qui n'est pas la somme des deux évidemment, 265 chevaux et un couple de 350 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 8,2 secondes et le tout est envoyé aux 4 roues via la transmission automatique à 6 rapports. 13,8 kWh, c'est la capacité de la batterie qui équipe cette Kia Sportage hybride rechargeable, batterie lithium-ion polymère. Ça doit lui permettre une autonomie théorique de 70 km selon la norme WLTP. On verra ce que ça donne tout à l'heure dans la pratique et la surprise, elle sera plutôt bonne. Notez que le mode 100% électrique sur cette voiture est disponible jusqu'à 140 km/h. À l'arrière, du côté gauche, vous le voyez, la trappe pour le réservoir à carburant, un réservoir qui a perdu 10 litres de contenance sur cette version hybride rechargeable. On est à 42 litres, ce qui autorise quand même toujours une belle autonomie globale, notamment pour les longs trajets. Ici, à l'arrière, du côté droit, sous la trappe, eh bien, on constate la présence d'un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. C'est la recharge du quotidien. Comptez 1h45 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire sur une borne dédiée pour remplir à 100% la batterie de cette voiture. Pas de recharge accélérée, super accélérée sur cette Kia Sportage hybride rechargeable, comme sur la plupart des voitures hybrides rechargeables. Pas de connecteur donc combo CCS, pas d'accès à la recharge sur le courant continu. Un élément qui est très important pour un SUV à vocation
familiale, c'est la capacité du coffre, le volume de chargement disponible. Alors avec cette voiture, on est à 540 litres, c'est 47 litres de moins que sur les versions qui ne sont pas hybrides rechargeables, mais franchement, au quotidien, ça ne se ressent pas trop. Le coffre, il est très pratique à utiliser. Au niveau des aspects pratiques, justement, on a une banquette arrière fractionnable 40-20-40, ce qui permet d'avoir à la fois des objets longs et de pouvoir installer confortablement deux personnes à l'arrière, c'est plutôt sympa. Au niveau du fait d'abaisser cette banquette arrière, on a des petites poignées très pratiques ici à gauche et à droite. On a des petits crochets également à gauche et à droite. Et puis une prise 12 volts de type allume-cigare présente dans le coffre. Ça aussi, c'est pratique pour alimenter un frigo box sur la route des vacances, par exemple. Le seul petit bémol, ce sera l'espace disponible en dessous du plancher du coffre. Il y a de quoi installer l'un ou l'autre câble de recharge. Pas plus. Pour le reste, voilà, franchement, 540 litres, ça va plaire aux familles et c'est précisément à ces familles que cette Kia Sportage se destine. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Kia Sportage de dernière génération, me voici installé à l'arrière et la surprise, autant vous le dire, elle est plutôt bonne. L'empattement 2,68 m, ce qui n'est pas gigantesque, hein, certains ont des empattements beaucoup plus grands et proposent nettement moins de place à l'arrière. Le siège avant, il est réglé comme pour moi, 1,90 m et regardez, ça passe sans problème. Autant vous dire que pour les personnes plus petites, ça passera encore mieux et donc vous aurez encore davantage de place ici à l'arrière et ça c'est important pour un SUV à vocation familiale. Franchement, je suis assez étonné. Je ne m'attendais pas à avoir autant de place ici à l'arrière de cette voiture. Alors bien sûr, étant très grand, bon, j'ai pas les cuisses qui reposent sur le siège, ce sera le seul petit bémol. En même temps, 1,90 m devant et derrière, ça ne va pas vous arriver tous les jours. Et si c'est possible, ça veut dire qu'avec tous les autres gabarits, ce sera possible également et avec donc une belle place disponible ici à l'arrière. Alors, quand on est à l'arrière, la garde au toit, très bonne aussi, même pour mon 1,90 m. Le toit vitré, le toit ouvrant, qui bénéficie certainement aux passagers arrière, comme sur toutes les voitures, c'est ceux à l'arrière qui en profitent le plus. Donc c'est vraiment très très sympa, une belle ouverture sur l'extérieur. Au niveau des équipements, on a les sièges chauffants sur cette voiture d'essai. On a également possibilité de régler la climatisation à l'arrière. On a plein d'aspects pratiques qui sont hyper intéressants. On a ici un porte-veste, voilà, à l'arrière du siège conducteur, à l'arrière du siège passager également. C'est sympa. On a des petits crochets juste ici à l'arrière. On a des poches aumônières à gauche comme à droite. Et puis on a des prises USB-C, mais pas des prises USB-C qu'on va retrouver tout en bas à l'arrière de la console centrale. Non, des prises USB-C qu'on va retrouver sur le côté des sièges. Et ça, c'est très pratique parce qu'avec la même longueur de câble, vous aurez donc plus de facilité à pouvoir bouger avec votre téléphone portable ou bien votre tablette à l'arrière. Franchement, c'est plein d'astuces hyper sympas. Ça va clairement être ici à l'arrière le roi des familles, ça c'est clair. Voilà, donc tous ces aspects font que franchement, c'est une voiture qui est très agréable à vivre à l'arrière. Je suis, pour vous le dire, hyper étonné. Je viens de m'installer ici à l'arrière, ça fait une semaine que je roule avec. Je ne m'étais pas encore installé à l'arrière et je pensais que la surprise, elle n'allait pas être bonne et je suis vraiment très surpris de manière très positive. Bienvenue à bord de cette Kia Sportage hybride rechargeable. Alors quand on s'installe au volant de la nouvelle Kia Sportage, on retrouve un intérieur moderne qui rappelle celui de la Kia EV6 avec entre autres ce double écran et puis ce panneau de commande multifonction qu'on détaillera dans un instant. Côté finition, cette voiture n'a absolument rien à envier à la concurrence. Par contre, au niveau du choix des matériaux, là je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. Du bon au niveau des sièges qui sont très beaux dans cette finition GT Line avec du cuir artificiel et de l'Alcantara. Du bon également avec ce revêtement qu'on va retrouver sur la planche de bord ici ainsi que sur les portières et puis globalement l'impression dégagée par l'intérieur en partie haute en tout cas. J'ai donc été moins séduit par les parties basses, ces excroissances en plastique qu'on va retrouver ici au niveau des portières par exemple en plastique dur ou encore l'ensemble de la console centrale ici, le combo plastique dur piano black, donc plastique noir brillant, ne me convainc pas du tout, vous le savez. Pour le reste, l'impression quand on s'installe au volant est que les sièges, en plus d'être agréables au regard, sont très confortables. Ils donnent envie de prendre la route. Mais avant ça, avant de prendre le volant justement, je vous propose comme à chaque fois un descriptif complet de l'intérieur de cette voiture. Au niveau de la portière conducteur en partie haute, la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, on retrouve les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que le verrouillage centralisé et la possibilité de rabattre les rétroviseurs à la demande. Et puis en partie inférieure, enfin, on va retrouver le vide-poche. À gauche du volant sur le tableau de bord, l'ouverture du coffre, la désactivation de l'antipatinage, le déverrouillage de la trappe pour l'essence
et le frein de parking électrique. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, la commande vocale, la fonction téléphone et les commandes audio. Et puis à droite, on va retrouver le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie et la possibilité de commander la partie personnalisable de l'écran instrument. Derrière le volant, des palettes, pour moi complètement inutile. Je ne ressens aucun plaisir à passer les vitesses manuellement sur une voiture avec boîte automatique. Les commodos ensuite, à gauche, clignotant, appel de phare et basculement des feux de route aux feux de croisement. Et puis à droite, les essuie-glaces à l'avant comme à l'arrière. Derrière le volant, un premier écran donc, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces avec donc la possibilité de personnaliser l'affichage de la partie centrale. On y revient dans un instant. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture. Dommage pour tous ceux qui en sont friands. Deuxième écran dans le prolongement du premier. C'est très Mercedes, très MBUX. Ça fonctionne bien. Donc voilà, on retrouve ça aussi sur d'autres modèles chez BMW. Également sur les dernières productions, la iX et la i4 par exemple. Deuxième écran donc, écran d'infodivertissement, lui aussi mesure 12,3 pouces de diamètre. Il est positionné, je vous l'ai dit, dans le prolongement du premier, tout en haut de la console centrale, les deux formant une courbe orientée légèrement vers le conducteur, exactement comme ce qu'on a retrouvé dans la BMW i4. Sous l'écran d'infodivertissement, deux aérateurs séparés par le bouton des feux de détresse. Ensuite, le panneau qu'on avait déjà découvert dans la EV6 et qui peut soit afficher les raccourcis vers les fonctions principales. Alors ça, c'est si j'appuie ici, voilà, fonction principale. Alors au niveau de ces fonctions, on a la carte, la navigation, la petite étoile personnalisable. On a les plages ou stations précédentes et suivantes, la radio, média et puis setup. Si j'appuie maintenant sur ce petit bouton, eh bien vous le voyez, la partie de droite, elle change. Elle est maintenant consacrée aux fonctions de chauffage et de climatisation. La partie qui ne bouge pas, c'est la partie de gauche, avec donc en permanence accessible le désembuage à l'avant comme à l'arrière, le bouton Auto Climate pour régler la climatisation automatique sur plusieurs niveaux de puissance en fonction de ce que vous préférez, et puis le petit bouton pour le recyclage d'air intérieur. Alors, petite coquetterie qui fait très premium. Lorsque vous approchez d'un tunnel, la voiture le sait grâce aux données du GPS. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle active elle-même le recyclage d'air intérieur pour préserver la qualité de l'air. Et une fois le tunnel passé, eh bien, elle désactive cette fonction. C'est quand même assez sympa. C'est voilà, une petite attention. C'est tout con, mais franchement, ça fait plaisir. On a ensuite eh bien, ce couvercle basculant. Sous ce couvercle basculant, eh bien, on va retrouver une prise 12 volts de type allume-cigare à gauche, ensuite une prise USB-A et une prise USB-C, ainsi qu'une zone de recharge par induction sur cette voiture d'essai. Sur la console centrale, pas mal de boutons, vous le voyez. À gauche, le bouton de démarrage, à droite, les sièges et le volant chauffant. Il reste d'ailleurs deux petites places disponibles ici pour les sièges ventilés dans cette voiture n'est pas équipée. Plus en arrière, on a le sélecteur de vitesse et ensuite à gauche, l'assistant en descente, la fonction auto hold, les modes de conduite et puis les modes d'entraînement au centre, et à droite les capteurs de parking et l'appel du menu caméra. Alors deux choses à vous montrer, la personnalisation de l'écran instrument et l'appel du menu caméra. Pour cela, je vais allumer la voiture. Voilà qui est fait. Alors, au niveau de la personnalisation de l'écran instrument, c'est exactement ce qu'on va retrouver sur d'autres voitures du groupe, entre autres, et puis d'autres voitures tout court. C'est un menu qui est tout à fait standard, c'est-à-dire que quand on appuie, on a effectivement le basculement horizontal d'un menu à l'autre, avec les aides à la conduite, avec les infos conduite, la boussole ici et informations notamment sur la pression des pneus. Et puis quand on est dans un menu qui le permet, eh bien on va pouvoir descendre avec les petites flèches. C'est un menu qui est tout à fait traditionnel au niveau de sa personnalisation. Alors, pour ce qui est de l'affichage du menu caméra, par exemple, alors ici, je pousse sur le bouton. On va fermer le petit menu ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que jusque-là, j'avais été un petit peu déçu de la définition dans les voitures du groupe Hyundai Kia, définition des caméras qui composent cet ensemble 360. Et je dois dire qu'ici, eh bien, franchement, je trouve ça pas mal. Je me demande si ça n'a pas été un petit peu amélioré, notamment la vue 360 ici qui est plutôt pas mal. On a ici traditionnellement la vue arrière qui s'affiche par défaut. Je vais pouvoir, si j'appuie sur ce petit bouton, eh bien, choisir exactement ce que je veux avec plus ou moins grand angle. Voilà,
afficher les vues latérales, afficher ici l'arrière plus précis si vous reculez vers un mur par exemple. Donc voilà, traditionnellement on sera sur cette vue-ci. Et puis ici, possibilité d'afficher une vue à 360 degrés autour de la voiture. Voilà, c'est un petit peu gadget, on s'en sert pas tous les jours, mais ça le fait quand même. Moi, la vue qui m'intéresse le plus au quotidien, ce sera quand même la vue 360 degrés qui est très très bien faite. Et donc je le disais, je pense petite amélioration au niveau de la qualité de la définition des caméras. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, deux porte-gobelets qu'il est possible de désactiver en faisant rentrer voilà, les petits modules ici dans la paroi de droite pour libérer plus de place et avoir un grand espace de rangement. Et puis alors on a l'accoudoir central, accoudoir central dans lequel il n'y a pas de prise supplémentaire, qui n'est pas très profond d'ailleurs, voilà, qui est de contenance on va dire moyenne. C'est ni petit ni grand. Voilà pour la découverte de l'intérieur de cette Kia Sportage hybride rechargeable. Avant de prendre le volant, un petit mot concernant l'écran d'infodivertissement et son fonctionnement. Alors ça, j'adore, c'est le petit écran zen par défaut. Vous voyez, voilà, par défaut, vous avez une petite vue subtile de l'endroit où vous vous trouvez, des petites infos ici à droite, et puis ici à gauche, eh bien, petites infos également. On a le jour, on a l'heure, on a la station en cours de diffusion, et puis voilà, on a un univers un petit peu zen. C'est pas mal quand vous conduisez, c'est en tout cas très très reposant. Alors, on peut swiper du côté droit. Voilà, et on va avoir droit à un menu plus traditionnel. C'est exactement ce qu'on retrouve dans d'autres modèles de chez Kia. Rien de révolutionnaire, c'est ce qu'on avait exactement dans la Kia EV6. On constate quoi? Eh bien, on constate qu'on a possibilité ici aussi d'appeler un petit menu, écran éteint, modifier les icônes de l'écran d'accueil et le manuel. Ici, vous voyez, on revient sur cet écran-là. Donc, swipe à droite, swipe encore à droite. On a donc le menu plus traditionnel pour aller effectuer des réglages, par exemple. Alors, dans ce qui est intéressant, on a spécifique à cette version de la Kia Sportage le menu PHEV qui vous permettra d'avoir accès à toutes les données liées au fonctionnement des deux moteurs et tous les aspects justement de cette version hybride rechargeable. On a carte, navigation, téléphone, etc. Donc ça, c'est plutôt traditionnel. On a le menu de climatisation, on a Kia Connect et Kia Live. On rappelle qu'il y a une application qui permet de commander cette voiture et pas mal de fonctions d'ailleurs, c'est intéressant. Et puis alors, on a un mode silencieux, ça aussi c'est très famille. Le mode silencieux, c'est quoi? Eh bien, la diffusion radio-média uniquement pour les sièges avant. Le volume maximum sera de 25. Ça veut dire que voilà, c'est une petite attention pour ceux qui seraient à l'arrière en train de dormir. Les enfants, par exemple, sur un long trajet. On peut donc activer le mode silencieux pour que la musique ne concerne que ceux qui se trouvent à l'avant. Vous voyez, c'est toutes des petites astuces comme ça pour les familles qui sont assez sympas. Alors, on peut vite passer sur certains menus. La carte, par exemple, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne, hein. On n'est pas sur un bel écran avec un beau Google Maps. Voilà, donc ça c'est juste l'aspect un petit peu dommage. Pour le reste, ça fait le job évidemment. On revient sur le menu, la navigation. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer encore? Alors, projection du téléphone, ce sera Android Auto et Apple CarPlay. Attention, ce sera uniquement en filaire. Et puis surtout, vous devrez vous connecter avec un câble qui est un câble certifié. Voilà, si c'est pas un câble certifié, la voiture ne voudra pas se connecter à Apple CarPlay et Android Auto. Le seul petit bémol que j'ai eu au niveau du fonctionnement, franchement tout ça fonctionne très très bien. Le seul petit bémol, eh bien, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes de réception au niveau de la radio, au niveau du DAB+, de la radio numérique. La réception était très très mauvaise et je sais que dans les zones que je traverse, j'ai jamais de problème de réception avec aucune des voitures et avec celle-ci, ça sautait très régulièrement et ça c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas si c'est un défaut lié à cette voiture d'essai en particulier, mais en tout cas c'était vraiment très très dérangeant au quotidien et ça c'est pas très chouette. Voilà, les paramètres plus profonds du téléphone, vous le voyez, ils sont ici. Il y a même un petit mémo vocal, toujours sympa et intéressant. Un mode voiturier également pour ne donner accès qu'à certaines fonctions. Mais pour ça, il faut utiliser Kia Connect, donc je ne peux pas vous le montrer là. Je peux quand même vous montrer le menu climatisation. Voilà, il y a la partie climatisation ici. Mais donc, il y a également un menu climatisation que vous avez ici aussi. Et là aussi, il y a des choses que vous pouvez noter comme étant des choses récurrentes au niveau du recyclage d'air, par exemple l'activer ou non quand le liquide lave-glace est utilisé, la fonction tunnel dont je vous parlais tout à l'heure, le désembuage automatique, etc. etc. Voilà, le chauffage des sièges arrière également. Voilà pour la description de cet écran d'infodivertissement. Je dirais franchement, ça fonctionne bien. C'est pas toujours ce qui est de plus moderne en termes d'esthétique, hein. Cet effet néon, je suis pas non plus hyper fan de cet effet néon, mais franchement ça fonctionne bien. Il y a des petites astuces
des petites attentions comme le mode silencieux. Et puis le seul petit bémol, je vous disais, c'est la réception radio en DAB+, que je n'ai pas trouvé top. Est-ce un défaut lié à cette voiture ou un défaut global? Si vous possédez cette voiture déjà, peut-être pouvez-vous l'indiquer dans les commentaires. Ça va plaire à certains que ça rassure au démarrage. On a d'emblée l'impression d'être dans une voiture assez massive, ce qui procure un certain sentiment de sécurité. J'ai bien dit sentiment de sécurité. À son volant, cette Kia Sportage en impose et pour autant que la batterie soit chargée, eh bien la voiture va privilégier un démarrage en mode EV, c'est-à-dire en 100% électrique, 100% zen aussi. Les sièges sont très confortables et toutes les commandes tombent naturellement sous la main. Ça démarre bien. En plus d'être très beau, il faut bien le dire, les sièges spécifiques à réglage électrique qui équipent cette finition GT Line, ils sont très confortables. La voiture étant elle-même franchement typée confort au niveau du réglage de suspension, envisager du coup un trajet assez long dans cette Sportage, c'est pas quelque chose que vous allez redouter, bien au contraire. Malgré mon mètre 90, j'ai eu aucun problème à trouver immédiatement ma position de conduite idéale, un régal. Toutes les aides à la conduite communément rencontrées en 2022 sont évidemment au programme avec cette voiture de série ou en option. Mention spéciale pour l'affichage visuel de l'angle mort qui affiche sur l'écran instrument la vue caméra arrière du côté de la voiture pour lequel vous avez activé le clignotant. Ça permet de voir clairement ce qui s'y passe d'un coup d'œil rapide sur l'écran instrument et de changer de voie en toute sécurité. C'est très simple, c'est très pratique, c'est très efficace, difficile de faire sans une fois qu'on y a goûté. Un petit bémol qui concerne l'alerte de franchissement de ligne cette fois, il est assez tatillon ce système, ça vous demande de bien actionner le clignotant avant d'envisager le moindre mouvement vers la ligne que vous souhaitez franchir, sinon ça bip. Les démarrages du moteur thermique, c'est assez bluffant, ils sont quasiment imperceptibles avec cette voiture. Pas d'à-coups, tout se fait avec beaucoup de douceur, ce qui est très appréciable et participe au confort global à bord de cette Kia Sportage hybride rechargeable. Franchement, il faut avoir l'œil rivé sur le tableau de bord et voir le petit sigle EV qui s'allume et qui s'éteint pour se rendre compte qu'en fait le moteur électrique et le moteur thermique s'allument et s'éteignent. C'est assez bluffant, ça veut dire que ces deux moteurs et la boîte de vitesse, tout ça travaille vraiment très bien ensemble. L'objectif de cette Kia Sportage hybride rechargeable, on le rappelle, c'est de prendre soin de vous. Alors vous, le conducteur, et puis globalement la famille qui va prendre place à l'intérieur de cette voiture. Il est donc assez logique qu'elle privilégie le confort au détriment d'une plus grande rigueur du châssis. Autrement dit, si vous cherchez une voiture au comportement franchement dynamique, passez votre chemin, ce n'est pas celle qu'il vous faut. Du confort et un comportement rassurant, ça, vous y aurez droit à bord de cette voiture et c'est bien ce pourquoi elle a été développée, pour plaire aux familles, leur assurer des trajets plaisants, reposant au quotidien et sur la route des vacances. Si les bruits aérodynamiques sont très bien maîtrisés à bord de cette Kia Sportage, je n'en dirais pas autant malheureusement des bruits de roulement. Alors pas tout le temps, mais dans certaines conditions, sur certains revêtements autoroutiers à certaines vitesses, j'ai noté une vibration un petit peu désagréable qui est audible, qui remonte dans la direction également. Alors est-ce que c'est le cas sur tous les Sportage hybrides rechargeables ou seulement un petit défaut peut-être à régler sur cette voiture en particulier? Je n'en sais rien, je vous invite à faire un essai pour le découvrir. Et si vous possédez déjà cette voiture, eh bien n'hésitez pas à réagir. Dites-moi si vous aussi vous avez perçu, constaté cette petite vibration au niveau du volant, vibration audible au niveau des bruits de roulement donc. Si vous souhaitez pouvoir tracter une remorque avec votre Kia Sportage hybride rechargeable, eh bien sachez que c'est possible avec cette voiture. Une capacité de 1350 kg, c'est pour une remorque freinée. Non freinée, ce sera la norme. 750 kg. Notez que vous pouvez accueillir 100 kg supplémentaires sur le toit. C'est toujours ça de prix. Étonnamment, pas de mode de conduite normal sur cette voiture, seulement deux modes donc, Eco et Sport. Étrange ce choix de la part de Kia entre une conduite économique et une conduite sportive, vous allez devoir choisir et c'est dommage. Cela dit, dans cette voiture, sans doute aussi parce qu'il n'y a pas de mode intermédiaire standard, le passage du mode Eco au mode Sport et inversement engendre du coup une sensible différence de caractère, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres voitures où on se demande parfois si les modes de conduite, c'est pas un peu un argument marketing où en fait il n'y a pas de réel effet sur les sensations de conduite. Ici pour le coup, il y a une vraie différence entre Eco et Sport. À l'aide du bouton EV achevé, vous basculerez entre trois modes, le mode auto, le mode EV et le mode achevé. En mode auto, la voiture va privilégier tantôt le mode EV, tantôt le mode achevé, autrement dit tantôt le 100% électrique, tantôt le mode hybride en fonction des conditions de circulation et du niveau de charge de la batterie. Notez que la batterie n'est jamais vraiment déchargée puisque la voiture va la maintenir aux alentours de 15% pour pouvoir conserver un mode hybride efficace avec le moteur électrique qui va donc continuer à pouvoir soutenir le moteur thermique lors de fortes
forte sollicitation. Quand vous parcourez 36 km avec 50% de batterie, ce qui m'est arrivé durant mon test essentiellement autoroutier en plus, eh bien ne vous attendez donc pas à en parcourir le double, soit 72 avec les 100% de la batterie, puisque je le disais, eh bien le niveau de la batterie va se maintenir à 15% et à ce moment-là, le moteur thermique va se réveiller. Le diamètre de braquage de cette Kia Sportage, 10,9 mètres, une valeur plutôt intéressante qui fait que cette Sportage, malgré la sensation d'être dans une voiture assez massive qu'elle dégage quand on est à son volant, eh bien, reste agréable à conduire en toutes circonstances et notamment en milieu urbain. La pédale de frein, malgré le fait que cette voiture récupère l'énergie, elle est plutôt facile à appréhender. Dans cette voiture, même si l'attaque de la pédale est toujours un petit peu molle, comme sur toutes les voitures qui récupèrent l'énergie, le dosage se fait de manière intuitive. En cas de besoin, une pression plus forte sur la pédale permettra d'obtenir un freinage franc, donc très convaincant, très rassurant, rien à dire de ce côté. Dans cette Kia Sportage hybride rechargeable, il n'est pas possible de faire varier la récupération d'énergie, dommage. Par défaut, la voiture proposera donc toujours une récupération assez faible et constante. Elle va privilégier l'élan pour consommer moins plutôt que de tenter de récupérer davantage en ralentissant de manière plus appuyée lorsque vous soulagez l'accélérateur. Dans les faits, c'est là aussi assez intuitif, très agréable au quotidien, même si certains, et j'en fais partie, auraient sans doute préféré de pouvoir choisir le niveau de récupération au lever de pied de l'accélérateur, dans mon cas, pour avoir un ralentissement plus important, parce que je suis un fervent adepte, vous le savez si vous êtes des fidèles de Charging Station, de la conduite à une pédale. Cette voiture d'essai, elle est équipée des phares Dual LED qu'on retrouve de série sur les finitions supérieures de la Kia Sportage, dont cette finition GT Line ici en Belgique. Le basculement feu de route, feu de croisement est donc automatique et la voiture va rester la plupart du temps en feu de route et éteindre une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Ici aussi, il y a à la fois un petit côté confortable et sécurisant en proposant le meilleur éclairage possible en permanence sans rien faire. C'est très chouette. 70 km en 100% électrique selon la norme théorique WLTP, c'est la promesse de cette Kia Sportage hybride rechargeable. Alors dans la pratique ça donne quoi? Eh bien je suis arrivé à parcourir 58 km sur un trajet essentiellement autoroutier mais en roulant évidemment. Vraiment cool. Dans ces conditions, 58, c'est vraiment très bien. C'est le fameux parcours durant lequel j'ai parcouru, et je vous le disais tout à l'heure, 37 km avec 50% de la batterie. Batterie vide, qu'est-ce que ça va donner sur autoroute? Franchement, c'est la valeur qui vous intéresse évidemment, sur des longs trajets notamment. Là, je suis arrivé à 7 litres et demi, 7,5 litres, ce qui reste encore raisonnable pour des trajets ponctuels. Si vous oubliez l'autoroute, vous prenez plutôt des nationales, et bien là vous arriverez à 6 litres, voire même un petit peu en dessous. C'est franchement pas mal pour une voiture de près de 2 tonnes. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de cette Kia Sportage hybride rechargeable disponible en Belgique à partir de 45 990 € en finition de base. C'est la finition Pulse. Comptez 3 000 € de plus pour vous offrir la finition intermédiaire Pace et encore 500 € de plus, soit 49 490 € pour la finition haut de gamme GT Line. Cette voiture d'essai en finition GT Line est équipée de la peinture métallisée et des packs Panorama et DriveWise. Total de la facture en Belgique, 52 390 €. En France, comptez 43 290 € pour le niveau Active, 46 490 € pour le niveau Design et 50 290 € pour le niveau supérieur GT Line Premium. Attention, les équipements de série et les options disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Un petit conseil donc, rendez-vous sur votre site Kia National. Dans le configurateur, découvrez tout ce qui est disponible, configurez votre Kia Sportage hybride rechargeable idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose, vous le savez, des formules intéressantes de location longue durée, de leasing, leasing opérationnel pour les sociétés avec la déductibilité à la clé, c'est intéressant. Et puis les leasing pour les particuliers aussi qui prennent de plus en plus d'ampleur, c'est le private lease. Alors pourquoi c'est intéressant ce private lease? Eh bien pour au moins 2 raisons. La première, c'est que dans la période de transition technologique que nous vivons actuellement, on ne sait pas ce que vaudra une voiture hybride rechargeable ou une voiture 100% électrique dans 4, 5 ou 6 ans. Et la formule de private lease vous permet de ne pas prendre ce risque. À la fin du contrat, vous remettez les clés et la voiture. Vous ne vous souciez pas de la valeur de la voiture à ce moment-là. C'est la société de leasing qui prend le risque
et pas vous. Deuxième bonne solution, bonne raison d'opter pour un private lease, eh bien c'est que les prix des carburants, vous le savez en ce moment, ils explosent, votre budget voiture il explose, et quand en plus vous devez de temps en temps sortir encore plus d'argent pour payer l'assurance, pour payer les taxes, pour payer éventuellement le remplacement des pneus, etc., ça commence à faire beaucoup. Dans la formule private lease, tout est compris, les entretiens, etc. Vous ne vous souciez de rien, vous payez du premier au dernier mois exactement la même mensualité, et donc le risque de modification de votre budget, vous ne le prenez que sur évidemment ce qui n'est pas compris dedans, c'est-à-dire le prix du carburant. Voilà, tout le reste est compris, et donc c'est une formule qui est quand même assez tranquille au niveau de la gestion du budget. Pour ces deux bonnes raisons, au moins, et pour plein d'autres, eh bien, je vous invite à surfer sur arval.be pour découvrir l'offre qui est proposée, l'offre de service qui est proposée. N'hésitez pas à demander une offre évidemment pour une voiture en particulier. Si vous nous suivez depuis la France, vous pouvez surfer sur arval.fr. Là aussi, des formules existent, un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Vous trouvez qu'une voiture neuve, hybride rechargeable ou électrique en 2022, c'est encore un peu cher. Vous trouvez surtout qu'en ce moment, suite à la crise des semi-conducteurs, obtenir une voiture neuve, les délais sont juste insupportables. J'ai une solution à vous proposer, et cette solution, c'est Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe. Sur Autoscout24, plus de 80 000 voitures vous attendent, disponibles immédiatement. Plusieurs milliers parmi ces 80 000 sont déjà des voitures électrifiées. Des voitures neuves aussi sont disponibles immédiatement sur Autoscout24, et là aussi, parmi ces plusieurs milliers de voitures neuves, un bon millier sont déjà des voitures électrifiées. Je vous invite à aller faire un petit tour sur autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France. Vous rentrez vos critères, et par rapport à vos critères, le site vous proposera des choses très très personnalisées en fonction de l'ensemble des critères que vous aurez introduits. Alors, nouveauté sur Autoscout24 aux Pays-Bas, qui sera bientôt disponible partout ailleurs, c'est la possibilité pour les professionnels d'afficher les prix avec et sans TVA en même temps, ce qui permet, quand on fait une recherche, de comparer ce qui est comparable parmi les offres des professionnels et les offres des particuliers. On aura du coup des prix tout à fait comparables, et ça c'est plutôt pas mal, et c'est nouveau sur Autoscout24. Ça bouge tout le temps, hein. Il y a eu des nouveautés sur la homepage, des nouveautés maintenant au niveau de l'affichage du prix pour les professionnels, etc. C'est très dynamique, une plateforme que je vous conseille donc, autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France. Très confortable, très bien équipé, agréable à conduire et disposant d'une autonomie généreuse en mode 100% électrique, l'une des meilleures de sa catégorie. Cette version hybride rechargeable de la nouvelle Kia Sportage est assurément une réussite et l'un des futurs best-sellers de sa catégorie. Quelques attentions, comme l'affichage vidéo de l'angle mort dans le combiné instrument, ou encore l'activation automatique du recyclage d'air à l'approche d'un tunnel par exemple, font très premium, et c'est très agréable. Quelques points à améliorer toutefois selon moi, l'absence d'un mode B, c'est un peu dommage, ça permet pourtant pour ceux qui préfèrent cette manière de faire d'obtenir un freinage plus important au lever de pied de l'accélérateur. Ce piano black qui est trop présent sur la console centrale et qui, toujours selon moi, fait un peu bas de gamme, alors que par ailleurs l'intérieur est plutôt réussi, donc c'est vraiment dommage. En 2022, il y a moyen de trouver autre chose que du piano black. Et puis pour ceux qui apprécient cet équipement, ils en regretteront l'absence sur cette voiture, même en option, ce n'est pas disponible. Je parle de l'affichage tête haute, mais pour le reste, franchement, cette voiture, elle va faire un carton. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, je vous le disais, on sera chez Tesla avec l'essai de la Tesla Model Y Performance Made in Germany. On verra ce que ça donne en termes de performance, mais aussi en termes de qualité de fabrication dans cette usine allemande qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et puis, durant les semaines suivantes, on restera en Allemagne justement, mais chez Mercedes cette fois, avec la petite sœur de la EQS. Ce sera la Mercedes EQE, 100% électrique elle aussi, avec également le tableau de bord Hyperscreen qui fait déjà beaucoup parler. Avant la fin du mois de juin, au tout début du mois de juillet, on sera chez Renault avec une voiture que vous attendez avec impatience, qui a un futur carton, j'en suis certain, la Renault Mégane E-Tech, la nouvelle Renault Mégane qui n'existe qu'en 100% électrique. Une sacrée voiture, on verra ça donc dans les prochaines semaines. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis si vous voulez en faire un petit peu plus, contre un tout petit montant, moins d'1 € par mois, vous pouvez visionner les essais Charging Station avant tout le monde dès qu'ils sont uploadés sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton rejoindre à partir d'un ordinateur. Merci de votre fidélité et à bientôt.